Merci Jean-Michel Arnaud de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu des Hautes-Alpes, membre du groupe Union Centriste et vous êtes agriculteur. On va évidemment parler de cette crise agricole dans quelques instants. Mais d'abord, on l'a vu dans le journal, François Bayrou a donc été relaxé hier au bénéfice du doute dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Est-ce que vous souhaitez son retour au gouvernement ? Je crois d'abord qu'il était important que la justice passe, comme toujours dans ce genre d'affaires. Et dans l'affaire Bayrou, MoDem, UDF, comme souvent dans les affaires concernant nos concitoyens, le temps de la justice est long, trop long. 7 ans pour juger une affaire, qu'on soit citoyen ou qu'on soit responsable politique, économique, c'est trop long. Maintenant, François Bayrou et le courant qu'il incarne est un courant important dans la vie politique française. Et il est, me semble, intéressant d'imaginer qu'au sein du futur gouvernement, on ait un rééquilibrage au centre, parce que pour qu'une majorité fonctionne, il faut qu'elle soit équilibrée sur ses deux jambes, une jambe un peu plus à droite, avec une demi-douzaine de ministres aujourd'hui qui viennent des LR, qui ont été LR dans le passé. C'est trop? J'en sais rien. Dans tous les cas, c'est ainsi. Et il est important qu'il y ait également un pilier beaucoup plus centriste et de centre-gauche aussi. Donc je crois que c'est l'enjeu. Au-delà de ces tambouilles finalement politiques, ce qui est important, c'est que sur un certain nombre de sujets, on va certainement parler l'agriculture, l'éducation, on ait des réponses fortes aux demandes de nos concitoyens qui sont importantes et qu'on résorbe un peu le fossé qui s'accroît fortement entre les responsables et les citoyens, avec comme conséquence et comme finalement résultat la montée des populismes de toutes sortes. Ça passe par quoi ce rééquilibrage au centre? Est-ce qu'il faut plus de MoDem? Est-ce qu'il faut des UDI, des sénateurs UDI dans ce gouvernement? Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait des sénateurs, parce que je ne comprendrai pas, alors qu'il y a dans les territoires un espace de confiance créé entre les élus locaux et les citoyens, que la transition écologique se fera dans les territoires, que nous avons besoin aussi d'élus qui connaissent les territoires et qui, à côté des élus locaux, connaît le mieux les territoires, le sénateur. Et donc, je crois qu'il est important que la Haute Assemblée puisse, dans sa diversité, parce qu'il y a le choix, on a tout l'arc politique représenté au Sénat, puisse montrer, à travers son expérience, sa connaissance des territoires, la voie que le gouvernement doit emprunter pour résoudre les problèmes des Français. Sauf que les sénateurs centristes, aujourd'hui, sont alliés au LR, ici au Sénat, donc dans une opposition constructive, comme le disent Gérard Larcher et Hervé Marseille. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des sénateurs de votre groupe qui rentrent au gouvernement? Et est-ce que ça marquerait une rupture avec la majorité sénatoriale? Dans tous les cas, la majorité sénatoriale repose sur d'autres fondamentaux que les clivages politiques classiques. Je rappelle qu'au sein du groupe Union Centriste, nous avons des élus du MoDem, des élus de l'UDI, et puis des personnes comme moi qui sont sans attache partisane, mais qui épousent cette volonté à la fois de liberté et d'originalité qu'incarne le groupe Union Centriste. Et si un de mes collègues au groupe Union Centriste entrait au gouvernement, ce serait probablement un signe surtout de reconnaissance de leurs engagements territoriaux, plus qu'un bouleversement de la majorité sénatoriale, parce que je crois qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui au sein de la majorité sénatoriale dans le soutien porté à la manière dont Gérard Larcher exerce sa présidence pour tous les sénateurs où qu'ils se situent dans l'hémicycle. Vous savez si certains ont été approchés, certains collègues de votre groupe? Je n'en sais rien. On va passer à la crise agricole. Je le disais, vous êtes agriculteur. Est-ce que Gabriel Attal a bien géré cette crise selon vous? Est-ce que le mouvement est éteint aujourd'hui? Bon, d'abord, ce que je pense pouvoir devoir dire, c'est que ce mouvement et cette colère viennent de loin. Être paysan, c'est incarner son pays, c'est avoir une capacité non seulement à façonner les paysages, mais aussi et surtout à nourrir les hommes. Et donc le fait que la population agricole, finalement à travers sa détresse, exprime finalement une recherche de dignité est important. Après, au-delà des questions de la défiscalisation du GNR, de l'accélération ou de l'atténuation de la problématique liée aux phytosanitaires et la transition écologique, je crois que c'est cette recherche de dignité qui est importante. Et puis, on dit souvent que les agriculteurs sont aussi des chefs d'entreprise. Enfin, je tiens à dire, et c'est probablement là aussi un élément majeur et qui fait écho aux appétences, aux attentions, aux volontés de la population française de manière générale, d'avoir une revalorisation de son pouvoir d'achat, c'est quand même la seule profession que je connaisse qui ne fixe jamais son prix
auprès de son acheteur. Et ça, c'est un vrai sujet. Et si j'avais finalement une recommandation à formuler et un message à faire passer au gouvernement, et notamment à la grande distribution, c'est la clarté du prix. On va en parler de la grande distribution avec la presse régionale. C'est Léo Purgat de la Marseillaise qui sera avec nous dans quelques instants. Mais loi Egalim et grande distribution mise à part, est-ce que les annonces ont été les bonnes? Est-ce qu'il fallait mettre en pause le plan Éco-Phyto, par exemple? Ce que je crois, c'est que quand, je vous le disais, la crise et la colère des agriculteurs viennent de loin, parce qu'on est tous reliés à la terre, on est tous reliés au monde agricole, et finalement, c'est de là d'où on vient. Tous les Français viennent de la terre. Et donc, quand on a, en quelques mois, en quelques années, l'obligation d'une transition forcenée, rapide, trop rapide, il est normal que ça craque. Et donc, ne pas remettre en cause les objectifs de décarbonation, de levée du poids des pesticides, je crois que c'est partagé par la grande majorité des agriculteurs, qui sont d'ailleurs les premiers à être confrontés aux risques de santé liés à l'usage de ces phytosanitaires. Maintenant, il est important d'abord, que les agriculteurs comprennent les raisons pour lesquelles on est obligé d'aller dans ce sens-là. Donc il faut de la pédagogie. Il faut également faire confiance à la science pour accompagner les agriculteurs techniquement dans leur mutation, dans les modalités de production, et faire en sorte de les réorienter progressivement vers d'autres pratiques agricoles, et puis donner un peu de temps pour que économiquement ça suive. Et donc faire en sorte que en quelques mois, en quelques années, on demande une révolution agricole, une révolution technique à des agriculteurs qui font déjà beaucoup d'efforts, c'est évidemment très compliqué pour eux. Donc je ne sais pas s'il faut remettre en cause, probablement pas cette orientation, parce que c'est nécessaire pour l'avenir de l'humanité, mais je pense qu'il est nécessaire de faire une pause, de poser l'ensemble des éléments du débat et co-construire avec les agriculteurs une nouvelle feuille de route. On va parler justement de la grande distribution et d'Egalim, qui était évidemment l'un des poids importants de cette colère des agriculteurs. Je le disais, pour en parler, on va aller à Marseille. On retrouve Léo Purgat. Bonjour Léo. Merci beaucoup d'être avec nous, président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Léo, le mouvement des agriculteurs continue chez vous avec certaines actions coup de poing dirigées contre la grande distribution. Tout à fait, elles sont l'œuvre de la Confédération paysanne ou de la coordination rurale qui se disent insatisfaites de l'accord trouvé avec la FNSEA et le gouvernement. Ce qu'ils pointent, c'est la question de la rémunération du travail agricole, qui bien sûr est un peu la grande absente de cet accord avec le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle ils ciblent des plateformes logistiques de la grande distribution en exigeant d'avoir des avancées sur ce sujet. Alors je voulais interroger monsieur le sénateur, savoir s'il était favorable à la mise en place de coefficients multiplicateurs pour permettre de contraindre les marges de la grande distribution et de relever les prix d'achat pour les producteurs. C'est une proposition qui est portée donc par certains syndicats agricoles, mais aussi par la gauche. Qu'en pense-t-il ? Le journaliste évoque un sujet essentiel, c'est la rémunération des agriculteurs. Je le disais à l'instant, c'est une des rares professions où finalement on produit sans connaître véritablement le prix d'achat de ses clients. Et, est-ce que c'est... Léo ? Oui. Là. Pardonnez-moi. Et donc, il est important d'avoir, la transparence. Moi, je serais favorable à ce que les distributeurs, quels qu'ils soient, affichent le prix d'achat primaire auprès de l'agriculteur, de la denrée, du produit agricole qui est à la vente. Pour cela, il faut effectivement détricoter la chaîne de valeur. Souvent, j'ai entendu Michel-Édouard Leclerc hier, sortant en fin de son silence, expliquer finalement ce n'est pas la grande distribution qui prend le plus de la marge, il y a des intermédiaires. Chiche, allez, mettons sur la table. Quel est le coût des intermédiaires et quel est le prix payé aux agriculteurs. Ensuite, une fois qu'on aurait défini le prix de production, avoir effectivement un coefficient multiplicateur pour consolider et avoir une parfaite transparence sur les marges et la chaîne de valeur, moi,
objectivement, c'est une orientation utile et nécessaire pour la transparence et la vérité des prix que l'on doit aux consommateurs. Enfin, ne nous sous-estimons pas non plus. On n'est pas dans un cercle fermé à l'intérieur des frontières françaises. On est dans un marché européen avec des financements qui viennent notamment apporter un revenu aux agriculteurs à travers la politique agricole commune. Donc nous devons également avoir un débat qui s'ouvre au sein de l'Union européenne. Ça tombe bien, il y a des élections qui arrivent dans quelques mois. Et je pense qu'il va falloir, au-delà de la crise qui semble s'apaiser, ouvrir un débat pour remettre finalement l'agriculture, la capacité de produire en Europe, et donc en France, au milieu des paysages, au milieu du village et au milieu de la ville. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Un, sur les revenus, Emmanuel Macron, il était à Bruxelles en fin de semaine dernière. Il a appelé ses partenaires à un égalime européen, justement pour que les règles soient les mêmes dans tous les pays d'Europe et pour éviter que la grande distribution ait des centrales d'achat dans d'autres pays que la France. Est-ce que ça, c'est la bonne voie ? En tous les cas, la bonne voie, c'est de discuter avec ses partenaires. C'est de discuter, mais pas simplement lorsqu'on a une crise. Discuter de manière prospective. C'est-à-dire qu'il faut, un peu comme les agriculteurs savent faire, il faut réintroduire le temps long. Et on ne gère pas les crises en fonction du dernier tweet ou en fonction du dernier coup politique. Je pense qu'il faut... C'est un peu ça quand même. La colère des agriculteurs, il n'y a que ceux qui ne vivent pas dans les campagnes qui n'ont pas vu venir. Je le disais, ça remonte de loin. Parce que ces agriculteurs ont quand même eu depuis 30 à 40 ans à faire des révolutions en matière de production. On a finalement une agriculture paysanne qui a quasiment disparu. On est sur une agriculture, hélas, de plus en plus industrielle, qui permet certes de prendre des parts de marché à l'extérieur de l'Union européenne ou au sein de l'Union, mais qui ne garantit pas un minimum à vivre aux agriculteurs qui restent dans des modèles plus paysans, plus familiaux. Et je crois que doivent cohabiter ces agricultures dans le territoire national, parce que l'agriculture de montagne dans mon département, les Hautes-Alpes, n'est pas tout à fait la même que l'agriculture dans la région Île-de-France. Et on n'a pas tout à fait les mêmes marchés. Mais par contre, il faut que les agriculteurs, notamment des zones de montagne, des zones les plus rurales, puissent être simplement dignement respectés par une rémunération liée à leur coût de production pour qu'ils puissent vivre avec leur famille et continuer aussi à desservir une agriculture et des produits sains, de qualité, dans la proximité, sur des circuits courts. Léo, vous avez une autre question ? Eh oui, vous évoquez la question européenne. Un des grands débats va être l'élargissement ou pas à l'Ukraine, à la Moldavie. Est-ce que vous êtes favorable à cet élargissement, sachant que beaucoup d'agriculteurs, mais aussi de salariés, redoutent une concurrence accrue, un dumping social et fiscal ? Vous savez, dans votre question, il y a deux aspects. Il y a l'aspect immédiat lié à la crise agricole et alimentaire. Évidemment, je peux comprendre que les agriculteurs français, les agriculteurs européens de l'actuelle Union européenne puissent être inquiets à l'idée de voir une des plus grandes puissances européennes agricoles, l'Ukraine, entrer dans l'Union européenne. Ceci étant dit, le processus est long. Et avant d'arriver à cette perspective, vous aurez du temps long, là aussi, toujours du temps long, et des transitions, des adaptations. Et puis, il y a l'autre côté de votre question, qui est aussi la question de la défense de l'Union européenne face au terrorisme d'État et à la dictature de Poutine. Est-ce que l'Union européenne peut laisser des pays comme la Moldavie et l'Ukraine seuls, absorbés par l'hégémonie russe? Ma réponse est clairement non. Donc il faut leur donner des perspectives politiques. Et parmi les perspectives, entre autres perspectives, il y a la perspective d'une entrée dans l'Union européenne, mais qui sera longue et qui nécessitera des transitions, comme cela avait été fait d'ailleurs dans le passé, lorsque nous avions eu le premier élargissement en 1986 vers les pays du Sud, Portugal, Espagne et Grèce en particulier. Merci Léo. On dit un mot de votre une, Léo. Débrayage des dockers de Marseille à Fos, plus rien n'entre ni ne sort. Oui, un mouvement social qui là est effectivement sur les ports avec des revendications qui sont doubles. D'abord, élargir l'ambition de Marseille en grand, qui est le plan du président de la République, jusqu'à Fos, qui fait pleinement partie du port de Marseille. Et puis ensuite, des revendications nationales qui sont partagées par les autres dockers et portuaires de tout le pays. Merci Léo, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ces actions qui continuent dans votre région. Merci beaucoup Léo Purguette. On va parler d'un autre sujet que vous suivez, c'est la question des loups. Gabriel Attal a annoncé jeudi, quand il a fait ses annonces aux agriculteurs, que le plan loup serait détaillé dans les prochains jours, le plan loup 2024-2029. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'attends d'abord que soit mis en œuvre une autre annonce du gouvernement, en l'occurrence celle du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui a annoncé
une perspective de déclassement du loup en espèce très protégée à protéger. D'abord, dans un premier temps, dans le cadre de la directive Habitat européenne. Donc là, c'est une majorité simple au sein de l'Union nécessaire pour pouvoir obtenir ce déclassement. Et puis ensuite, deuxième perspective, plus compliquée puisque c'est à l'unanimité, et ce n'est pas au sein de l'Union européenne, c'est dans le cadre de la Convention de Berne, donc c'est un traité international, avoir également le même process. Juste, qu'est-ce que ça changerait de passer d'espèces très protégées à espèces protégées ? D'abord, c'est une reconnaissance, et c'est important, symbolique et forte, que le loup n'est plus une espèce en danger imminent de disparition, puisque déclassé dans la nomenclature, la classification du loup démontre que le loup a progressé. Et il suffit de regarder tous les territoires de France, pratiquement, y compris bientôt dans la forêt de Fontainebleau ou dans le bois de Boulogne, on aura des loups. Donc, on en a partout. Donc, je crois que c'est important d'avoir déjà cette dimension symbolique. Et deux, il faudra effectivement, si c'était le cas, qu'on en ait des conséquences sur le plan loup national, avec, de mon point de vue, deux orientations nécessaires. Un, faire en sorte de donner plus la main aux préfets de département, comme dans beaucoup d'autres politiques d'ailleurs, nécessaires pour pouvoir mieux juger le niveau de quotas de prélèvement à l'année et faire en sorte que les autorisations soient plus fluides. Mais donc territorialisé, c'est-à-dire pour vous, il faut que ce soit territoire par territoire, il ne faut pas que ce soit national. Exactement. On peut avoir un prélèvement global national, mais avoir plus de souplesse dans l'intervention locale. Deuxièmement, donner plus de pouvoir d'agir aux louvetiers, avec des moyens matériels plus ciblés, avec des lunettes spécialisées pour le tir de nuit par exemple, et puis faire en sorte également de travailler sur l'autodéfense aussi des agriculteurs éleveurs et ne pas être simplement en capacité d'agir quand ils ont le permis de chasse ou des choses comme ça. Et enfin, il me semble... Donc ça veut dire juste, pardon, que n'importe quel éleveur, même s'il n'a pas le permis de chasse, il est menacé par un loup, il doit avoir l'autorisation de tirer. C'est comme ça que je vois le sujet, pour là aussi rétablir un peu de confiance et aussi de dignité dans le travail des éleveurs qui sont confrontés à beaucoup de souffrances avec leurs familles confrontées au loup. Et puis le dernier point, c'est travailler aussi sur un des éléments de protection qui est le chien de protection et faire en sorte que le chien de protection est là aussi une classification qui ne soit pas simplement un chien errant, mais un chien concourant à l'exercice d'une profession, et que dans des conditions d'attaque de ces loups sur des tiers, parce qu'on a quand même une montée en puissance de ce genre de situation, la recherche de responsabilité de l'éleveur soit amoindrie pour faire en sorte également, là aussi, d'apaiser psychologiquement les agriculteurs. Et puis le dernier point, c'est évidemment maintenir un niveau d'indemnité qui permette de combler les pertes pour les agriculteurs confrontés, notamment les éleveurs comme les autres, à des problématiques de revenus particulièrement fortes en zone de montagne et en zone très rurale. Allez, on suivra évidemment le détail de ce plan loup annoncé dans les prochains jours. On termine par l'actualité du Sénat et on reparle de la loi immigration, censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel, mais les sénateurs centristes ont décidé de reprendre la quasi-totalité de ces mesures censurées, d'en faire une proposition de loi. On voit le détail avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Jean-Michel Arnaud. Bonjour. Et Alex, les sénateurs centristes proposent donc de réintroduire les mesures de la loi immigration qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Et oui, il y a 10 jours, le Conseil constitutionnel avait censuré 40% de la loi immigration et notamment des mesures qui avaient été rajoutées dans le texte par les sénateurs de droite et du centre. Et ces mesures, elles ont été censurées non pas sur le fond, mais sur la forme, car elles n'avaient pas un lien direct avec le sujet du projet de loi immigration initial de Gérald Darmanin. Et donc les sénateurs centristes ont déposé une proposition de loi pour réintroduire certaines de ces mesures retoquées, notamment le durcissement des règles du regroupement familial, le délit de séjour irrégulier qui punit d'une amende les étrangers en situation irrégulière, et puis le conditionnement de certaines aides sociales à la résidence régulière en France pendant 5 ans. Alors ce conditionnement, il concernera les allocations familiales, le droit au logement et l'allocation personnalisée d'autonomie, mais pas l'APL, pas l'allocation personnalisée au logement. Elle avait été votée dans le texte au Parlement, mais c'était une mesure qui avait irrité la majorité présidentielle. Et justement, les centristes n'ont pas repris certaines mesures trop dures pour que ce texte ait des chances d'être voté à l'Assemblée. Et oui, ce texte centriste ne réintroduit pas, par exemple, la caution pour les étudiants étrangers, le durcissement du droit du sol, ni les quotas migratoires qui devaient être votés chaque année par le Parlement. Parce qu'effectivement, le but pour les centristes, c'est de faire voter ce texte immigration au Sénat, mais ensuite de le faire adopter par l'Assemblée nationale. Et le problème, c'est que les députés
députés de la majorité présidentielle, eh bien, ils ont déjà vu le projet de loi initial du gouvernement validé dans son intégralité par les sages du Conseil constitutionnel. Et donc, ils ne veulent pas revenir avec une nouvelle loi immigration. Écoutez Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance. Je dis très clairement, la loi immigration est derrière nous. Nous avons voté des mesures très fortes. Le cœur de ce que nous voulions a été voté. Sur les 27 articles, 26 articles ont été votés. Ce que nous demandent les Français, c'est pas de faire des lois après des lois. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'être efficaces. Et faire en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à être en France repartent de France. Et donc le travail, il est au niveau du gouvernement maintenant, au niveau de nos administrations. Il faut du résultat. Il faut faire en sorte que ça fonctionne. C'est ça que nous demandent les Français. Ils ne demandent pas de faire des lois pour faire des lois. Jean-Michel Arnaud, les députés de la majorité présidentielle sont contre ce texte centriste. Il y a peu de chances qu'il passe à l'Assemblée nationale. À quoi ça sert de remettre sur la table ces mesures ? D'abord, ça sert à faire notre travail. Et notre travail consiste à répondre aux attentes des Français. Lorsqu'on regarde dans les enquêtes d'opinion, lorsqu'on est sur le terrain, que sont les attentes des Français ? Il y a une question liée, on en a longuement parlé sur la question agricole, sur la question du pouvoir d'achat. On a la question de l'éducation. On a la question de la sécurité, souvent liée à la question de l'immigration. Je ne fais pas le lien, mais les Français le font. Et donc, le Conseil constitutionnel a retoqué, je crois, 32 articles sur la 80aine d'articles initialement prévus. Essentiellement, vous l'avez vous-même dit dans votre exposé, parce qu'un grand nombre de ces articles ont été considérés, il y a un débat là-dessus d'ailleurs, sur le champ de l'article 45, comme étant des cavaliers, c'est-à-dire hors sujet par rapport au texte initial entré dans le processus législatif. On en prend acte. Nous, centristes, on ne remet pas en cause les choix du Conseil constitutionnel. On est dans un état de droit. On ne crie pas au coup d'État constitutionnel. On a des institutions. Qu'a fait Laurent Wauquiez, par exemple ? Respecte. Vous le déplorez ? Chacun est libre de ses propos. On les respecte. Et le respect aussi des institutions, c'est que le Parlement, il légifère. Et donc, si le gouvernement avait, je corrige un peu les propos du collègue député, avait accepté un texte de compromis intégrant un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été considérés comme recevables d'un point de vue procédural par le Conseil constitutionnel. Nous, groupe centriste, on remet simplement en mouvement les éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel n'a pas exprimé un avis sur le fond, mais sur la forme. Et cet élément-là, c'était un élément, entre guillemets, de l'accord avec le gouvernement, puisque, je le rappelle, ce texte, avec les 80 articles, 85 si j'ai bonne mémoire, a été voté avec le soutien du gouvernement et avec un spectre au niveau de l'Assemblée nationale évidemment inexistant, puisque les députés n'ont pas pu débattre sur le fond. Donc nous, ce qu'on propose à travers cette PPL, c'est qu'on redébatte du fond sur les différents sujets qui ont été abordés lors de ce débat pour répondre aux besoins des Français. Vous parlez d'un accord avec le gouvernement. Il y en avait également un autour de la réforme de l'aide médicale d'État. Elisabeth Borne, quand elle était Premier ministre, elle avait promis aux sénateurs de droite et du centre une réforme de l'AME qui permet de soigner les étrangers en situation irrégulière. Et Gabriel Attal a dit que cette réforme aura bien lieu, mais par voie réglementaire et puis uniquement sur la base d'un rapport qui a été remis au gouvernement, donc c'est-à-dire qui prévoit certains ajustements, mais pas une restriction du panier de soins. Est-ce que vous avez l'impression d'être contourné? Ce que je crois, c'est que si Gabriel Attal, qui est un peu dans une période d'Attalmania, voilà, c'est formidable, un jeune, dynamique, volontaire, je ne nie en rien ces qualités du Premier ministre. Ce qu'il faut simplement qu'il intègre, c'est qu'il y a un Parlement dans ce pays. Et le Parlement, il représente les territoires, principalement au Sénat, et la population à l'Assemblée nationale. Et qu'on ne peut pas gouverner uniquement par voie réglementaire. Alors, c'est un peu technique, mais la loi, elle est faite par le législateur, le règlement, il est fait par le gouvernement. Et on ne va pas, durant les 2 ans et demi, 3 ans qui nous restent, actifs pour agir pour le pays, travailler uniquement entre soi, entre cabinet ministériel et l'administration, sans consulter, et mieux, sans écouter, sans co-construire avec le Parlement. Et évidemment, le législateur, c'est d'abord le Parlement. Donc moi, je souhaite effectivement que l'on puisse, sur un certain nombre de sujets, avoir une recherche de compromis, de discussion, pour pouvoir co-construire sur un certain nombre de sujets répondant aux attentes exprimées par les Français, une réponse législative et exécutive. Dernière question pour conclure. On a parlé pendant des mois de ce sujet de l'immigration. Vous le dites, il y a d'autres préoccupations pour les Français. Est-ce que l'intention du gouvernement, ce n'est pas justement de passer à autre chose et d'appliquer la loi qui a été promulguée ?
Oui, enfin, la loi qui a été promulguée, nous l'avons soutenue, puisque une partie de ce qui a été retenu par le Constitutionnel a été soutenue par le Sénat et par une majorité de parlementaires. Je comprends qu'il y ait... Il faut quand même aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut surtout écouter les Français. Et les Français, aujourd'hui, ont une préoccupation principale, c'est leur sécurité. Et je le dis, pas simplement les Français de droite, les Français qui aussi ont une sensibilité de gauche. Ce n'est pas qu'une question de droite ou de gauche ou du centre, c'est une question nationale et d'intérêt national parce que les Français ont le sentiment de ne pas être suffisamment accompagnés dans leur sécurité et ils ont une attente légitime de sécurité dans leur vie quotidienne. Merci Alex, à tout à l'heure. On parlera notamment des relations un peu compliquées entre Gabriel Attal et les Républicains après cet épisode de la loi immigration. Ce sera à suivre dans le club. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.